Et justement, à propos des échanges commerciaux, le 4 mai dernier, la Commission européenne a empêché, a suspendu les démarches de ratification de l'accord d'investissement avec la Chine, et vous avez qualifié ça de victoire immense. Donc, on voulait savoir de quoi cela était-il les conséquences, parce qu'il y a quand même une très longue inaction. Donc, comment expliquer ce retournement? En fait, il s'explique de manière assez basique, c'est que je crois qu'ils avaient compris qu'ils allaient perdre le vote au Parlement européen, et que comme un accord peut pas entrer en force si le Parlement ne le ratifie pas, là on avait réussi à force de mobilisation, grâce aussi aux contre-sanctions de la Chine qui nous visaient et qui visaient les institutions du Parlement en tant que telles, puisque la sous-commission des droits de l'homme dans son entièreté a été sanctionnée par le régime chinois. On avait réussi à construire un moment comme ça où l'accord allait passer à la trappe. Et donc, ils ont anticipé le truc en disant, bon, on va arrêter de pousser pour qu'il soit ratifié parce que finalement, ça risque d'être très compliqué d'obtenir sa ratification. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on revienne sur le moment où le CAI a été signé et décidé. Parce que l'accord, en fait, il n'est même pas fini. Enfin, c'est vraiment du travail ultra bâclé. Ça fait 7 ans qu'il y avait des négociations. 2 mois avant la signature de l'accord d'investissement avec la Chine, on reçoit la négociatrice en chef de l'Union européenne, parce que je suis aussi dans la commission commerce, en commission commerce internationale, et donc elle nous dit absolument pas qu'elle va signer le document. Et tout d'un coup, à la fin de l'année, là, on est en vacances, le 29 décembre, on est convoqué pour une session urgente du Parlement de la commission commerce du Parlement sur la signature de l'accord d'investissement avec la Chine. Et en fait, ce qui s'est produit, c'est qu'à la fin, il y a eu une décision politique, même si le texte n'était absolument pas prêt, il n'y avait aucun engagement des Chinois sur le moindre travail forcé ou quoi que ce soit. Et la décision politique a été prise par Merkel et ses amis de signer le texte quoi qu'il arrive, pas pour faire plaisir à Volkswagen, à Siemens, à toutes les grandes entreprises qui sont tellement liées avec la Chine, à la fois en amont à travers la production, puisqu'elle est produite en Chine, et en aval, puisque c'est devenu le marché en plein boom, et que, par exemple, Volkswagen vend 40% de ses voitures en Chine. Ces entreprises sont devenues tellement liées à la Chine. C'est la Chine qui leur permet les marges et qui leur permet de verser des dividendes à leurs actionnaires. Et donc, elles sont devenues des ambassadrices des intérêts chinois dans le débat européen. Et ça pose un problème dingue. Parce qu'en réalité, au Parlement européen, nous, on croise jamais de lobbyistes du gouvernement chinois. On peut croiser des lobbyistes du gouvernement marocain ou du gouvernement turc, mais jamais du gouvernement qatari, jamais du gouvernement chinois. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils n'en ont pas besoin. C'est tellement imbriqué avec les grandes boîtes européennes que ce sont ces grandes boîtes européennes qui font le travail de lobbying pour le gouvernement chinois. Et donc, nous, nos interlocuteurs, quand on décide de sanctions ou de mesures commerciales, eh bien, ce sont les représentants de Zara et de Volkswagen. C'est pas les représentants du gouvernement chinois. Et donc, il y a là la clé, en fait, du débat sur la Chine. C'est un débat aussi sur notre modèle économique, sur notre rapport à la globalisation, sur les intérêts à long terme des peuples européens versus les intérêts à court terme des grandes boîtes européennes qui sont liées à la Chine. Pas toutes, hein, mais il y en a pas mal qui sont liées à la Chine. Vous nous parlez là des lobbyistes du coup plus d'industriels, mais dans votre communication, notamment suite à la non-adoption donc de cet accord européen, vous parliez aussi de lobbyistes du gouvernement allemand en disant que les Allemands étaient très favorables à ce traité avec la Chine. Comment ça se passe dans ces conditions-là au Parlement? Est-ce que il y a des collègues allemands qui se retrouvent complètement pris? Est-ce que vous pensez que il y a une action qui est réalisable concrètement? On dit toujours que le Parlement européen pas tellement de pouvoir. Là, vous avez montré une facette contraire. Mais en fait, le seul sujet sur lequel le Parlement a vraiment un pouvoir souverain, c'est les affaires commerciales. Parce que c'est une compétence européenne. Sinon, la réalité du pouvoir en Europe, faut pas se leurrer, elle est d'abord dans les États-nations. C'est les capitales. Donc, la politique extérieure vis-à-vis de la Chine, par exemple, elle sera d'abord définie à Berlin et Paris avant d'être définie à Bruxelles. Mais sur les questions commerciales, il y a une souveraineté européenne et il y a une souveraineté du Parlement européen qui peut refuser toute forme, tout accord de libre-échange, tout accord d'investissement ou toute politique commerciale. Et donc, c'est pour ça que le cœur du pouvoir au Parlement européen, c'est la Commission commerce internationale. Et là, ce qu'on a réussi à montrer, c'est qu'en fait, le Parlement pouvait imposer un agenda politique. Face à nous, quand on a fait ça, se sont dressés les intérêts des grandes entreprises et en particulier
des grandes entreprises allemandes et donc du gouvernement allemand. Et il y a, vous savez, moi, je peux être suspecté de germophobie. Hein. C'est pas, j'ai jamais joué sur ce type de ressort très propre à la culture politique française, genre un truc qui me parle pas du tout. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a sur les questions comme les relations avec la Chine, un problème avec l'Allemagne en Europe. C'est-à-dire que l'Allemagne a tellement de liens avec la Chine qu'en gros, c'est très difficile de convaincre les officiels allemands d'adopter des positions qui peuvent mettre en danger les intérêts de Volkswagen ou de Siemens. Et du coup, il y a une confrontation qui s'opère. Et ce qu'il faut noter, c'est que et la gauche et la droite allemande, eh bien, les uns parce qu'ils sont une émanation des syndicats allemands et les autres parce qu'ils sont une émanation du patronat allemand, font corps plus ou moins pour défendre les intérêts de Volkswagen. Et que les seuls Allemands qui votent avec moi à chaque fois, c'est les Verts, par contre, en Allemagne. Parce que eux sont hors de cette politique industrielle allemande spécifique, et même ils s'y opposent. Et donc, en fait, en réalité, grâce aux Verts, on peut avoir des interlocuteurs allemands qui font avancer les choses. C'est pour ça que j'envoie un message. S'il y a des Allemands qui sont dans la salle, il faut vraiment voter pour les Verts aux prochaines élections. Pardon, j'ai jamais dit ça parce que c'est pas censé être mon groupe partenaire, mais tant pis, j'ai l'habitude de dire ce que je pense. Mais il y a cette question-là. Et moi, ce qui me déprime, c'est qu'en fait, la France a beaucoup moins d'intérêt lié à la Chine, mais que quand Angela Merkel dit qu'il faut signer le CAI, Emmanuel Macron fait des pieds et des mains pour se joindre à la visioconférence avec Xi Jinping qui célèbre cet accord. Et j'aimerais juste rappeler alors que on signe cet accord d'investissement avec la Chine au sortir de l'année 2020. Donc, c'est un accord qui va faciliter les transferts de capitaux européens vers l'appareil productif chinois. C'est ça, parce que c'est pas l'inverse, ça va se passer dans ce sens-là. Et on signe ça au sortir d'une année 2020 où on s'est subitement rendu compte qu'on savait plus produire de masques, qu'on était dépendant de la Chine pour produire du paracétamol, pour produire du cura pour nos hôpitaux, pour les réa, qu'on avait perdu notre capacité productive et qu'en réalité, on était devenu dépendant en tout point de l'appareil productif chinois. Et là, à la fin de l'année, alors que tous nos dirigeants ont parlé de relocalisation, de stratégie industrielle de rupture, d'autonomie stratégique, de tout ça, à la fin de l'année, on nous dit l'urgence, c'est de signer un accord d'investissement avec la Chine. Et franchement, au-delà même de la question des droits humains et du travail forcé, c'est lunaire comme contradiction par rapport à tous les discours qui nous étaient sortis juste avant. Et ce que je ne m'explique pas, et ça franchement, c'est une question ouverte pour moi, c'est pourquoi, alors qu'il y a beaucoup moins d'intérêts français liés à la Chine et que donc les pressions exercées sur notre pouvoir politique sont beaucoup plus faibles. Angela Merkel, si elle décide d'avoir une politique dure, honnêtement, c'est un tsunami c'est pas des SMS qu'elle reçoit, c'est un tsunami de confrontation avec le patronat allemand. Pourquoi Emmanuel Macron et les ministres soutiennent cet accord d'investissement à ce moment-là et pourquoi ils s'y opposent pas. Enfin, à partir du moment où la France s'y oppose, c'était mort. Donc là, il a fallu que ce soit le Parlement qui s'y oppose. Je sais que certains à Paris, même au gouvernement, étaient très contents qu'on y arrive. Mais pourquoi ne pas l'assumer, quoi? Pourquoi pas assumer d'avoir une vision politique différente? Pourquoi pas assumer le fait que, oui, il faut réorienter notre politique commerciale. Oui, il faut dépendre moins de la Chine. Oui, il faut produire à nouveau en Europe. Oui, il faut être capable, pour des raisons de principe et d'intérêt stratégique, d'entamer un rapport de force avec un régime comme le régime chinois.